Alors, mes remerciements à Monsieur Alain de Libera pour cette conférence vraiment éblouissante et dont j'ai beaucoup joui. Et nous allons passer maintenant à des idées beaucoup plus terre-à-terre, puisqu'il s'agit des manuscrits d'Averroès. Et comme l'a dit Alain de Libera, le De Anima d'Aristote, enfin les idées d'Averroès sur le De Anima, n'étaient connues chez les latins que par la version latine de Michael Scott en 1231. Le texte du grand commentaire était donc apparu comme un écrit continu et rédigé d'un seul tenant. D'une façon générale, il était admis que la série des grands commentaires exprime la véritable pensée d'Averroès, et c'est sur ces textes que les chrétiens médiévaux, n'est-ce pas, ensuite ça a été différent, ont fondé leur portrait du philosophe. Cependant, plusieurs philosophes juifs citent en hébreu des passages du grand commentaire, étant bien entendu que à part ces passages du grand commentaire que nous avons réunis dans la publication qui devrait être publiée par Vrin bientôt, en tout cas j'attends les premières épreuves, c'est donc sur le grand commentaire que les chrétiens ont fondé leur portrait du philosophe, mais pas les philosophes juifs, parce qu'il y a toute une série de textes différents qui sont en langue arabe et que l'on trouve parmi les manuscrits hébreux écrits en caractère hébraïque. Alors, s'il y a une chose que l'on ne doit pas faire, c'est appeler ces manuscrits judéo-arabiques, car le seul mot non arabe que l'on trouve dans ces manuscrits, c'est un mot araméen, kafvav, v'choulé, c'est-à-dire etc. Tout le reste est l'arabe d'Averroès. Les œuvres psychologiques d'Averroès remontent à des périodes très différentes, de la fin des années 50 jusqu'aux années 90. La pensée d'Averroès ayant évolué pendant ce temps, il a en outre souvent réécrit, ajouté ou retranché certains passages. Comme l'a dit Alain de Libera, le texte le plus ancien est sans doute le Compendium sur l'âme, qu'on appelle les petits commentaires ou épitomées. Et lorsqu'Averroès écrit cette œuvre, il ne connaît pas ou n'utilise pas le De Anima d'Aristote. Il y a deux manuscrits arabes, caractères arabes, l'un à Madrid et l'autre au Caire. En revanche, on recense 27 copies manuscrites en caractères hébreux qui vont du XIIIe siècle à 1527 et 11 copies supplémentaires qui sont accompagnées du commentaire de Gersonide qui a été rédigé en 1323. En outre, le chapitre sur la faculté rationnelle a été cité in extenso par Shimon ben Tzemar Durand, 1361-1444, dans son ouvrage apologétique, le Magen Avot. Dans cette épitomée, donc, tout suggère une dépendance exclusive envers les commentateurs anciens, c'est-à-dire, comme l'a dit Alain de Libera, Alexandre d'Aphrodis et Thémistius, et trahissant une méconnaissance du texte d'Aristote, en tout cas, semble-t-il. La dernière addition, seule, qui désavoue Avenpas et renvoie probablement au grand commentaire, est manifestement tardive. Il y a ensuite 2 épîtres sur l'intellect qui ont été conservés dans la traduction hébraïque faite avant 1230 par Samuel ibn Tibbon. Robinson, qui a écrit un article à ce propos, a recensé 17 copies de ces épîtres. Dans 3 manuscrits du commentaire à l'Ecclésiaste, elles apparaissent après l'introduction d'Ibn Tibbon. Dans 4 copies, elles sont à la fin du commentaire. Et dans 10 manuscrits, elles sont transmises indifféremment de celui-ci. Dans cet ensemble, l'épître 2 se laisse reconnaître comme une œuvre précoce. Averroès y invoque Aristote, mais le texte ne contient aucun écho direct du De Anima et tous ces arguments proviennent d'Alexandre ou de Thémistius. Quoique toujours le 3e, après le grand commentaire, les épîtres sur l'intellect, nous avons ensuite l'épître sur la possibilité de la jonction.
Il semble que cette œuvre a été écrite ensuite. Elle est conservée uniquement en hébreu sous le titre Igeret Efsharut Advekut. On n'en connaît pas le traducteur. Toutes les copies connues, c'est-à-dire 14, sont accompagnées d'un commentaire, le premier étant celui de Moïse de Narbonne, composé en 1344, qui cite intégralement le texte d'Averroès. Lorsqu'il rédige cette œuvre, le philosophe Cordouan a indubitablement lu le De Anima d'Aristote, car il en fait ici une citation littérale, et il cite la version d'Yitzhak ibn Hunen, qu'il continuera à utiliser par la suite. Mais la réception d'Aristote est conditionnée par l'interprétation d'Alexandre. En revanche, pour la question de la jonction, le texte apparaît comme un retour critique sur le compendium, dont la rédaction, nous l'avons dit, était nourrie par la lecture d'Avampas. Un autre texte d'Averroès sur l'intellect, c'est son commentaire sur le De Intellectu d'Alexandre d'Aphrodise. Il n'en subsiste qu'un fragment en arabe, caractères hébreux, dans un chapitre donné par Joseph ben Avraham ibn Wakar, dont on connaît aussi une traduction hébraïque anonyme, et on a 4 manuscrits. Donc, nous avons ici un petit bout en arabe et 4 manuscrits en hébreu. Le commentaire moyen est connu par 2 manuscrits arabes écrits en caractères hébreux, dans 2 traductions hébraïques, dont 35 sont attribués à Moïse ibn Tibon et 7 à Shem Tov ben Isaac de Tortose. Sont passées inaperçues 4 copies hébraïques partielles différentes, comprenant uniquement le chapitre sur la faculté rationnelle. Le texte du commentaire moyen sur le De Anima n'est pas homogène. Les copies, arabes comme hébraïques, sont contaminées les unes par les autres. L'original arabe en caractères hébreux, nous n'avons que les 2 témoins en caractères hébreux, c'est en arabe, diffère significativement de l'hébreu et du modèle arabe en caractères hébreux de ce dernier, par un passage que l'on peut considérer comme paraphrasant Aristote, qui se présente respectivement en arabe et en hébreu sous 2 formes différentes. Donc, selon la doctrine du commentaire moyen, l'être de l'intellect en puissance résulte de la combinaison de la disposition du corps avec la substance de l'intellect agent en tant que celui-ci est joint à l'homme. Cette doctrine est donc intermédiaire entre celle de la première période qu'on trouve dans l'Épitomée et celle finale du commentaire, du grand commentaire latin. La position présentée dans le commentaire De Intellectu d'Alexandre, qui est encore un autre texte d'Averroès, toujours en caractères hébreux et toujours en arabe, marque une étape ultérieure à celle du commentaire moyen dans l'évolution d'Averroès, puisqu'on sait que dans le commentaire moyen, l'intellect agent est un 4e genre d'être, intelligible, éternel, sous le rapport de l'espèce humaine, général et corruptible, sous le rapport de l'individu. Nous avons donc un seul texte en latin et une quantité de textes en hébreu. Et voici, je vais vous montrer le manuscrit qui a des extraits en latin. Comme l'a dit Alain de Libera, il avait été découvert par Ben Sheida, mais il n'avait pas réussi à lire les commentaires pour 2 raisons importantes. La première, c'est que les glosses sont dans une écriture cursive espagnole extrêmement difficile à lire. Et ensuite, il y a beaucoup d'abréviations. Et d'autre part, comme je vais vous montrer, les glosses se rattachent au commentaire moyen. Au commentaire moyen qui est au centre de la colonne. Si vous voulez bien montrer l'image numéro 1, voyez, ici, vous avez le texte du commentaire moyen de la main d'Ezra Gattigno,
qui a écrit en 1356 à Saragosse. Et ce texte occupe uniquement la colonne centrale. La deuxième image, en revanche, montre le texte copié par Ezra Gattinio avec 28 gloses qu'on trouve dans les marges. Et le gros problème, c'est que non seulement ces gloses sont dans des caractères très cursifs, c'est que le livre a été mutilé des deux côtés, parce qu'au XVIIe siècle, on a fait des étagères verticales et que les manuscrits ont dû passer au rabot. Donc, le début et la fin, dans les marges de droite, c'est la fin, dans les marges de gauche, c'est le début qui manque, et dans la marge inférieure, c'est la dernière ligne ou les dernières lignes. Maintenant, vous allez voir comment les choses se passent. Vous voulez bien me donner la troisième ? Voici la glose numéro 1. Et vous avez dans le texte d'Ezra Gattinio une espèce de petit crochet, et c'est à cette phrase, à ce mot ou à cette phrase que la glose se rattache. Vous voyez la glose numéro 1 qui est ici à droite. Or, ce qui est intéressant dans cette glose, c'est que vous avez 3 mains. Dans l'ensemble du manuscrit, si je ne me trompe pas, nous avons 14 mains. Et une glose comme celle-ci est de 3 mains. Vous voulez donner l'image suivante qui est en plus grand ? Si je ne me trompe pas, elle n'est pas en plus grand ? Non, c'est ça. Ça, c'est ah, ça c'est... Non, ça c'est... Non, vous redonnez la première. Il y a une main, et vous voyez, il y a la première main, a écrit jusqu'à la petite, ce qui est au milieu, c'est une variante qui a été inscrite, et les glossateurs ont toujours laissé les variantes et les corrections complètes, donc ils ont fait une espèce de petite plage, c'est une sorte d'île qui se trouve au milieu de la glose, vous voyez. Et d'autre part, il y a une troisième main, il y a une seconde main qui fait le deuxième paragraphe, et une troisième main qui donne la dernière ligne de la glose. Or, l'une des choses intéressantes dans ce manuscrit, car c'est le seul que nous connaissions et qui soit de ce genre, c'est qu'il y a un très grand nombre de glossateurs, 14 si je ne me trompe pas, et qu'aucun autre manuscrit ne porte des mains, autant de mains de lecteurs, ou enfin de glossateurs, parce que, comme vous le savez, on ne connaît le lecteur d'un manuscrit que lorsqu'il a écrit. Il est totalement impossible de savoir si un manuscrit a été lu par une personne, par 2 personnes ou par 3 personnes, si ces personnes n'ont pas laissé de traces écrites. Il n'y a pas moyen de le savoir, n'est-ce pas? Or, nous n'avons aucun autre manuscrit qui ait un aussi grand nombre de marques écrites par, non pas des lecteurs, car il est peu probable que ce soit des lecteurs qui aient rajouté quelque chose au commentaire moyen, c'était évidemment des élèves à qui un maître a dicté ces gloses. Or, outre le fait que l'on ne connaissait pas cette copie, ces gloses qui sont très souvent, comme on va le voir, parallèles au latin de Michael Scott, on n'a jamais enseigné la philosophie dans les écoles juives. En tout cas, on pensait qu'on ne l'avait jamais enseignée. Et ça a été une découverte fort intéressante, car en réalité, au XIVe siècle, il y a eu ce qu'on appelait des yeshivot chochmot chitzoniot, c'est-à-dire des yeshivot de sciences extérieures. Le mot sciences extérieures est pris de l'arabe, qui a été pris au byzantin, n'est-ce pas? C'est-à-dire des sciences qui ne sont pas celles de la religion. On ne savait pas qu'il y avait eu des écoles où
on apprenait la philosophie dans les manuscrits arabes ou hébreux, et c'est grâce à ce manuscrit que nous le savons. En fait, il y a dans un manuscrit d'un rabbin espagnol du XVe siècle qui est mort à Damas, il y a un certain nombre de passages où il voue aux gémonies les yeshivot rochmot ritzoniot. Ça, c'est le diable. Il faut aller dans les yeshivot talmudiyot, car yeshivot est un terme qui, depuis le 8e siècle, désigne l'enseignement du Talmud par les rabbins. Yeshivot, parce que les rabbins étaient assis, c'était un tribunal, et talmudiyot, parce qu'on enseignait la loi orale, et non pas par écrit comme la Bible, mais en parlant, n'est-ce pas? C'était une connaissance orale. Il y a un très bon livre d'une Américaine qui explique comment il y a eu la talmudisation du judaïsme. Ça n'était pas le cas, n'est-ce pas? En réalité, le Talmud est resté oral jusqu'au IXe siècle. Au IXe siècle, 8e, 9e siècle, on l'a mis par écrit. Et le premier qui est écrit sur ce droit oral, c'est Maïmonide. Les Karaïtes n'acceptaient pas le Talmud et, donc, eux n'ont rien écrit. Il y avait bien évidemment une halakha, c'est-à-dire des règles de conduite, mais ça n'était pas le Talmud, c'était quelque chose qui se voulait beaucoup plus rationnel. Enfin, nous n'allons pas parler des Karaïtes. Cependant, à partir déjà du temps de Maïmonide, les rabbins du Proche-Orient l'ont attaqué en disant qu'il ne fallait pas mélanger philosophie et religion, et nous avons eu dans le judaïsme une polémique qui a duré en fait jusqu'au XVIe siècle. Les rabbins talmudistes, surtout les Français, ont attaqué les maïmonidiens, au point on dit qu'on a brûlé le guide des égarés à Montpellier. En fait, on ne sait pas véritablement, mais toujours est-il que les rabbins ont défendu d'enseigner la philosophie, les sciences, à part les mathématiques, l'astronomie, la médecine. Mais toutes les autres sciences, et c'est évidemment des sciences aristotéliciennes, ont été défendues à leurs disciples juifs par les rabbins, essentiellement les rabbins français. Comme ils sont allés en Espagne après, les rabbins espagnols également se sont mis du côté de la religion à un certain moment. Toujours est-il que l'idée, on apprenait donc au Talmud Torah, les rabbins apprenaient à lire, à écrire, et à écrire d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les textes arabes sont écrits dans l'écriture hébraïque, parce que l'écriture est une conduite motrice, matérielle. Quand on apprend à écrire à 5-6 ans, on n'oublie jamais, comme on n'oublie jamais de savoir nager, on n'oublie jamais comment on monte à bicyclette. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des Juifs, quand ils écrivaient arabe, écrivaient en caractères hébreux. Mais pas seulement l'arabe, on a écrit aussi le français en caractères hébreux. Et je vous signale qu'il y a des chansons françaises qu'on a retrouvées en caractères hébreux et qui sont chantées. C'est un très joli disque qui s'appelle Juifs et trouvères, je vous le conseille. Mais donc, on écrivait en hébreu parce qu'on apprenait à écrire à 5-6 ans, et non pas parce qu'on voulait nier le caractère arabe de l'arabe. Mais on a écrit toutes les langues en caractères hébreux, y compris le chinois, parce qu'il y a à Cincinnati un certain nombre de manuscrits chinois en caractères hébreux. Donc, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on avait des classes de philosophie où des maîtres enseignaient la philosophie en la dictant. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas,
vous avez ici, vous voyez, ici vous avez, non, avant, celle d'avant, merci, vous avez les différentes mains rouges, jaunes et bleues, vous avez les caractères hébreux, les lignes qui ne commencent pas au début, et il a donc fallu que Marc et moi nous retrouvions ce qui devait être là, et la classe avait au minimum 14 élèves, ce qu'on ne savait pas du tout. Ça, c'est aussi quelque chose que nous avons trouvé maintenant, n'est-ce pas? Et en cherchant bien, on a retrouvé une quinzaine de manuscrits qui viennent des classes des yeshivot, chochmot, risoniot. Or, il se trouve que le cursus que l'on enseignait dans ces yeshivot, c'était Averroès. Donc, comme l'a remarqué, je crois que je suis passée... comme l'a remarqué Madame Glatzer, les classes avaient diverses personnes qui écrivaient. Ils étaient autour d'une table et un élève écrivait 2 ou 3 morceaux de glose, ensuite il passait le manuscrit à son voisin qui écrivait lui aussi, et comme ça allait très vite, la dictation, si j'ose dire, pouvait aussi aller rapidement. Cependant, si nous regardons ce qui vient ensuite, vous allez voir, voilà, vous avez ici le texte en latin du grand commentaire et à gauche le texte arabe qui a été écrit par Marc. La photo qui vient, là vous avez le latin, l'arabe et le commentaire. Qu'est-ce que c'est le commentaire? Moi, je n'arrive pas à lire. C'est YF Charout. Attendez. Oui, attendez. Ce que nous avons trouvé, c'est donc une partie, excusez-moi, mais je vois très mal. Attendez, j'ai oublié. Ah oui, c'est ça, c'est le commentaire moyen. Donc, vous avez le commentaire, l'arabe, le commentaire moyen, les gloses, le grand commentaire, et tout cela était dicté par le maître, n'est-ce pas? Mais alors on se pose la question, d'où prenait-il tout ça? Parce que nous savons que les textes, aussi bien l'épitomée que les textes que nous avons en hébreu, étaient des textes qui étaient des textes, n'est-ce pas? Sauf dans les gloses. Alors, étaient-ce des textes vraiment? Est-ce qu'on peut supposer que la catégorie qu'on appelle grand commentaire n'est pas une catégorie fixe, mais qu'Averroès avait un cahier sur lequel il travaillait en même temps sur, peut-être pas sur l'épitomée, parce que c'est une œuvre de Genèse, mais sur le commentaire moyen, le grand commentaire, et sur lequel il faisait des ajouts au fur et à mesure. Nous aurions donc non pas des commentaires, ça expliquerait beaucoup de choses. Par exemple, qu'Averroès donne des solutions différentes à un certain nombre de problèmes, qu'ils se contredisent dans un texte, et dans le même texte, comme dans le commentaire moyen ou dans le grand commentaire. Il aurait eu un grand cahier sur lequel il écrivait ces divers textes, ou bien qu'il dictait à ses scribes, ce qui est extrêmement probable, mais en tout cas, il n'avait pas ce que nous avons actuellement, c'est-à-dire des catégories fixes comme
le petit commentaire, le commentaire moyen, Higueret à F. Charout, etc., mais qu'il pensait à la question de façon constante et que constamment, il corrigeait ou abrégeait ses textes. Nous aurions à ce moment-là un portrait d'Averroès qui serait celui d'un savant philosophe qui, tourmenté par un certain nombre de questions, et il est sûr que la question de l'intellect était la question qui le tourmentait le plus, a eu un certain nombre de moments où il a penché pour une solution, où il a penché pour une autre, et que c'est ça qui se trouvait dans ces cahiers sur lesquels avait mis la main notre chef de yeshiva, dont nous pensons qu'il était Shem Tov ben Isaac, ben Joseph, ben Shem Tov. C'est la raison pour laquelle nous avons publié avec Marc le commentaire en même temps. Si vous avez le petit papier qu'on vous a donné, non, il n'y a pas. Il n'y a pas le titre complet du livre. Il y a dans ce livre, en appendice 3, il y a le commentaire de Shem Tov du XVe siècle et un certain nombre de passages qui seraient, d'après Marc, des passages du grand commentaire en hébreu que nous n'avons pas gardé tel quel. Il y aurait donc, dans la figure d'Averroès, il y aurait une sorte de philosophe philosophant toute sa vie, et les élèves juifs de la yeshiva de Shem Tov avaient à leur disposition ces cahiers dans lesquels on trouve les opinions d'Averroès. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ah, oh, j'ai oublié quelque chose d'affreux, et je vous prie de m'excuser. Oui, j'ai oublié quelque chose d'absolument affreux. Nous avons déchiffré avec Marc tout ce qui concerne l'intellect, c'est-à-dire 244 gloses. Il restait à éditer, je vais vous dire combien de gloses, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup. Il y a pour le livre 1, on compte 360 gloses. Pour le livre 2, plus de 500 gloses. Pour le livre 3, 610 gloses, incluant celles que nous avons publiées, c'est-à-dire que pour dresser le portrait d'Averroès philosophant, il faut éditer encore environ 1000 gloses. Ce qui est, étant donné que nous avons travaillé 18 ans, et oui, pour éditer 240 gloses, et que Marc nous a quittés, vous voyez que nous sommes dans un le problème est effroyable, en tout cas pour moi, parce que c'est vrai que je les ai lus, ces gloses, c'était une première lecture, mais sans Marc, je suis parfaitement incapable de les publier. Nous avons donc actuellement devant nous, ou un arabisant qui soit aussi érudit que Marc, ce qui est une chose bien difficile à trouver, n'est-ce pas? Nous avons encore 1000 gloses pour toucher du doigt tout ce qu'Averroès a pu écrire ou dicter dans ces cahiers que nous n'avons plus. Alors, excusez-moi, j'avais oublié cette chose importante. Tout ce que je vous ai dit, c'est ce que nous avons fait, si j'ose dire, l'historique des gloses. Nous avons, je crois, dit ce qu'il y avait à dire sur l'intellect, mais tout le reste, s'il y a ici un arabisant très, très docte
qu'il lève le doigt.